Bonsoir, bienvenue pour le nouveau direct de l'Institut de formation politique. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Lou Vialet, expert en économie et géopolitique. Il est l'auteur de La fin du franc CFA, qualifié d'excellent par Bernard Lugan, et Après la paix chez VA Éditions. Ce soir, il nous proposera, par ses analyses, de mettre de l'ordre dans le désordre économique et géopolitique africain. Vous pourrez lui poser vos questions en commentaire. Et pour mieux connaître l'Institut de formation politique, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ifpfrance.org et nous contacter sur les réseaux. Sans plus attendre, je cède la parole à Lou Vialet en le remerciant d'être avec nous ce soir. Bonne soirée à tous. Merci pour cette présentation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui regardent ce direct. Depuis la décolonisation, la paix semblait acquise entre l'Afrique et l'Europe. Elle ne l'est plus. L'Afrique s'écroule sous le poids de sa propre faiblesse. Et l'effondrement de ce continent, qui est aussi le plus proche du nôtre, pourrait anéantir la France et l'Europe au cours de ce siècle. Comparativement, la rivalité entre la Chine et les États-Unis semble presque un problème secondaire. Elle a des conséquences directes sur nos alliances, sur l'avenir des régulations internationales, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, sur notre souveraineté politique. Mais les conséquences du chaos africain ne mettent pas seulement en péril notre souveraineté. Ces conséquences mettent en péril notre survie collective. Pourtant, alors que nous subissons déjà les conséquences du délitement de l'Afrique, celle-ci demeure un angle mort du discours politique en France, un sujet mineur dans nos débats publics, un champ d'étude marginal dans les sciences économiques et géopolitiques. Pourtant, d'ailleurs, l'Afrique, finalement, est déjà intervenue dans les problèmes intérieurs européens. L'incursion de l'Afrique dans les affaires publiques européennes est une très vieille affaire. 21 siècles séparent les appels à la destruction de Carthage par le sénateur Caton dans le Sénat romain, des harangues de Jules Ferry dans l'Assemblée nationale française pour coloniser l'Afrique. L'Europe a connu, pendant toute son histoire, l'incursion de l'Afrique à travers les invasions carthaginoises, à travers la conquête omeyyade, à travers les razzias des barbaresques. Ici, l'Afrique revient en ce siècle, en ce début de siècle. Elle revient sous une autre forme, elle revient sous un autre problème. Et 2010, la décennie qui vient de se finir, 2010 a signé, cette décennie a signé le réveil de l'instabilité en Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe. On a connu cette décennie sous le nom de la décennie des printemps arabes, des révolutions arabes. En fait, de révolutions, celles-ci n'ont pas accouché de régimes plus stables ou plus démocratiques au sud de nos frontières. Celles-ci ont signé la fin de la stabilité des régimes du sud de la Méditerranée. On a vu Kadhafi chuter et être tué par son propre peuple. On a vu l'Égyptien Moubarak être renversé. On a vu Bouteflika, le président Bouteflika algérien, qui était en poste depuis des dizaines et des dizaines d'années en Algérie, on l'a vu renversé par une pression de la foule. Et la Turquie a profité de cette instabilité, de ce chaos grandissant, pour multiplier les hostilités contre la Grèce, contre Chypre, et enfin elle a déployé son armée en Syrie et en Libye avec un discours expansionniste et islamiste. Ce réveil de l'instabilité, c'est cette rupture historique qu'on n'attendait pas finalement, parce que la Méditerranée est devenue le talon d'Achille de l'Europe. Alfred Sauvy écrivait il y a 34 ans un de ses derniers livres qui s'appelait « L'Europe submergée, le Nord et le Sud dans 30 ans ». Eh bien, il avait anticipé ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une Afrique qui s'écroule sous ses propres faiblesses économiques, démographiques, et finalement qui rend son surplus démographique au continent le plus proche, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire notre continent. Ce délitement méditerranéen au cours de la décennie 2010 a d'abord fragilisé les Européens.
On a vu des pics de demande d'asile en 2015, en 2019. Finalement, le dénombrement des migrants illégaux qui ont franchi nos frontières importe peu. Ce qu'on sait, c'est que cette submersion migratoire a commencé. Environ 1 million de réfugiés ont été accueillis en Allemagne et les opinions publiques européennes ont été frappées par ce délitement méditerranéen à travers notamment 2 événements importants. La nuit d'horreur de la Saint-Sylvestre 2015, au cours de laquelle 1200 femmes allemandes ont été violées par des Algériens et des Marocains en situation irrégulière. On se souvient aussi, ce qui a frappé les esprits, ce sont ces attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Bataclan. Ce délitement a donc fragilisé, meurtri les Européens. Et il a porté atteinte à leur tissu social et à leur sécurité collective. En janvier 2018, une étude universitaire commandée par le Land allemand de Basse-Saxe révélait que 92,1% des actes criminels commis dans ce land depuis 2015 étaient le fait de migrants nord-africains. Une telle étude n'a pas été menée aussi sérieusement en France, mais on peut se fier sur les résultats de celle-ci pour comprendre que le lien entre l'immigration de masse incontrôlée et l'explosion des problèmes sécuritaires dans nos pays, ce lien est une évidence et ce lien a été démontré par des scientifiques. En novembre 2020 a été traduit un best-seller de l'économiste suédois Tino Sanandaji. Celui-ci s'appelle Massoud Manning, cet ouvrage. Dans cet ouvrage, Tino démontrait que l'État-providence suédois, finalement, était en train d'être démembré par l'immigration de masse et par sa gestion. Il démontrait aussi que la culture nationale, non seulement de la Suède, mais des États-nations européens, était mise en danger par cette immigration-là. Il faisait ces références chiffrées, précises, que les individus nés à l'étranger, en Suède, en 2016, représentaient 19% de la population, mais aussi 53% des criminels encourant des peines longues, 58% des chômeurs, et ces derniers recevaient 65% de l'aide sociale. On a donc une immigration sous-qualifiée, d'une autre culture, qui est beaucoup plus conflictogène et qui prend la majorité de l'aide sociale. Ceci est synonyme, en tout cas, d'un risque majeur pour la stabilité de nos pays, pour l'unité de nos cultures européennes et pour notre sécurité, notre tranquillité. Ce délitement méditerranéen de la décennie 2010 a par ailleurs divisé les Européens. On a vu une division entre États, entre notamment le groupe de Visegrad à l'Est et des puissances comme la France, l'Allemagne et l'Italie, avec cette division sur l'accueil des migrants. Certains voulaient accueillir, ouvrir finalement les portes européennes et d'autres le refusaient. Ces divisions se sont transportées à l'intérieur des États. On a vu que le discours, la défiance envers l'immigration était un argument électoral important, un souci pour les populations. On a vu des mouvements anti-immigration fleurir, notamment en Allemagne avec Pegida, en Espagne avec Vox. On a vu en Italie cette coalition entre la Lega d'un côté et le mouvement 5 étoiles de l'autre, qui, porté par ce discours anti-immigration, a gouverné pendant 1 an et quelques mois à l'Italie. On a vu la victoire d'une alliance entre la droite et l'extrême droite autrichienne pour prendre le pouvoir. On a vu Marine Le Pen arriver au second tour de l'élection présidentielle et portée par ce souci populaire dû à l'immigration. Et on a vu dans cette division européenne à propos de l'immigration méditerranéenne et africaine, on a vu finalement l'affrontement entre 2 discours qui ont émergé. Un discours qu'on pourrait quasiment qualifier de négationniste de l'histoire des Européens. Un discours multiculturaliste qui prétendait que les nations européennes étaient ce qu'on appelle des nations de migrants. L'expression vient d'un ouvrage du président Kennedy qui, pour conquérir le pouvoir, avait appuyé le multiculturalisme états-unien à travers ce livre et se prononçait pour finalement une mosaïque de populations qui devait coexister à l'intérieur des États-Unis. Il ne parlait pas d'une
population qui était originelle des États-Unis. Eh bien, les États européens ne sont pas des pays de migrants. Ils n'ont jamais été faits par l'immigration, mais par la sédimentation successive de peuples qui sont restés sur le même territoire pendant des centaines d'années. On a donc vu ce discours multiculturaliste s'opposer à ce qu'on a appelé le discours identitaire, avec donc cette division de plus en plus prononcée entre Européens. Le délitement méditerranéen a ensuite surpris les Européens. On a vu une décennie de faux pas. Le sacrifice d'abord des îles européennes de la Méditerranée, qui ont été, comment dirais-je, abandonnées à l'immigration de masse. On a vu les îles de Lesbos, de Lampedusa, de Malte, de Gibraltar, les îles du Dodécanèse en Grèce, les îles Canaries, être occupées illégalement par des centaines de migrants qui venaient des côtes méditerranéennes. Et nos compatriotes, ou alors nos concitoyens européens qui étaient sur ces îles, ont vu leurs conditions de vie se dégrader, l'insécurité augmenter. Et pour l'avenir, ils ne savent pas si le territoire dans lequel ils vivent et dans lequel ils ont fondé leur famille, ils ne savent pas si ce territoire sera complètement abandonné à l'immigration de masse et s'ils doivent en partir. Ce délitement méditerranéen a surpris, et on le voit à travers notamment l'absence de réaction de la France, lorsque le président Tebboune, le président algérien, a insulté la France le 8 mai 2020, en disant que la France était complice d'un génocide, de crimes contre l'humanité. Et la seule réponse qu'on a eue, c'était quelques mois plus tard, le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui est allé rendre hommage à une statue du FLN. On a vu aussi le manque de solidarité de l'Allemagne lorsque la France a été insultée par la Turquie à l'été dernier. L'Allemagne n'a pas voulu que des sanctions européennes soient infligées à la Turquie. Sa passivité est une illustration de l'état d'hésitation, de l'état de pétrification dans lequel l'Europe est face au désastre. Au Sahel, enfin, on a vu un effort. La France est intervenue en 2013 pour endiguer la progression des islamistes au Mali. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? On a eu, il y a quelques jours encore, un second coup d'État en 9 mois au Mali. On ne maîtrise plus rien. Et on a une sorte de ligne Maginot des Sables, avec 30 pays qui interviennent au Sahel, mais finalement pour un résultat plus que médiocre, puisque l'insécurité gonfle, augmente, et que l'épicentre du terrorisme international a maintenant son siège dans cette région. Par ailleurs, ce qui est devant nous apparaît encore plus dangereux que la décennie qui vient de s'écouler. La face cachée de l'iceberg, c'est que finalement ce délitement méditerranéen qui est intervenu au début des années 2010 et qui a fait tomber comme des dominos les régimes méditerranéens, eh bien, les conditions économiques, sociales, démographiques qui ont présidé à ces tensions, à ce délitement, eh bien, ces conditions non seulement sont réunies encore à nouveau, mais elles ont redoublé d'importance. À notre porte sud, on a des régimes plus autoritaires, mais plus fragiles. Leur PIB est inférieur à celui du début de la décennie. Leur rythme de croissance, depuis le Maroc jusqu'au Liban, leur rythme de croissance est inférieur à celui qu'ils connaissaient au début de la décennie. Ils ont aussi des indices de développement humain qui ont chuté. Et pendant ce temps-là, leur démographie augmente encore. Ce n'est pas la plus importante du monde, la plus importante du monde est celle de l'Afrique subsaharienne, mais ils n'arrivent pas à faire face aux besoins de leur population. Et la colère gronde, et elle gronde encore. On vient en plus de ça de dépasser ce moment, on est en train de sortir du Covid, et cette crise a considérablement affaibli les pays méditerranéens et africains. Non pas parce qu'elle a frappé par la maladie, c'est les populations africaines qui sont jeunes et qui ont plutôt échappé au Covid, mais parce que, vous savez, cette crise de Covid, ça a été un choc sur la demande en pétrole. Pendant un grand moment, pendant plusieurs mois, nos moyens de communication, en tout cas nos voitures, nos transports, ont été bloqués, la plupart de nos voitures. Et donc, il y a une chute de la demande en pétrole.
Et le continent africain, du nord au sud, est d'abord un continent qui dépend des matières premières et notamment du pétrole et du gaz. Eh bien, la chute de la demande en pétrole a réduit les revenus d'une grande partie des nations africaines, de l'Algérie, du Nigeria, du Congo. Et donc, on est en face d'un nouveau déferlement africain, puisque les faiblesses africaines se sont à nouveau renforcées. Alors, derrière ce délitement méditerranéen qui constitue la première ligne de front face à laquelle nous avons affaire, derrière cette ligne de front, il y a un autre désordre, qui est peut-être pire encore, ou en tout cas qui est presque plus irrésoluble. C'est le nouveau désordre africain, le désordre subsaharien. En 1997, il y avait un historien habilité à diriger des recherches, un universitaire français qui s'appelle Michel Cahen, qui a fait une tribune dans le magazine universitaire Clio. Il disait « Je suis afro-pessimiste par respect ». Et il répondait en cela à un mouvement qui était porté par des universitaires, des économistes, par des hommes politiques. Et ces personnes-là prétendaient qu'il fallait être optimiste sur l'avenir de l'Afrique au début des années 2000. Ils se disaient que finalement, le barycentre de la croissance mondiale allait se déplacer depuis l'Asie jusqu'en Afrique. Et on a vu fleurir, à partir du début des années 2000, tout un tas de plans d'émergence. Donc le Sénégal a adopté des plans d'émergence. La Côte d'Ivoire a promis d'émerger d'ici, je crois, la date prévue était 2017, si je me souviens bien. On a vu ces plans fleurir un peu partout et ce discours positif sur finalement une Afrique qui allait au-devant d'un destin magnifique. Manifestement, l'émergence africaine est encore un mythe. Nous sommes 20 ans après ces espoirs qui ont été formulés et l'Afrique est plus fragile que jamais. Elle est toujours engluée dans le piège des matières premières, c'est-à-dire que ces économies dépendent d'abord du soleil et de la pluie et aussi de la variation des prix internationaux des matières premières, c'est-à-dire que c'est des économies qui sont dépendantes et qui ne peuvent pas nourrir leur population. Est-ce qu'avec du café, est-ce qu'avec du pétrole qui nourrissent une élite, vous pouvez redistribuer à votre population? Évidemment que non. Et donc, cette émergence africaine est encore un mythe et le continent est de plus piégé entre trois phénomènes. D'abord, des rentes, on l'a dit, mais qui s'amenuisent, puisque ces rentes qui constituent le capital des pays africains, le pétrole est le capital de l'Algérie, le cacao est le capital de la Côte d'Ivoire, par exemple, eh bien, à force de les puiser et de les exporter, ils détruisent leur capital. Et donc, c'est la première des pressions, c'est que les rentes s'amenuisent. La seconde, c'est l'explosion démographique, c'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne est la région du monde qui, jusqu'à 2100, il est prévu que ce soit la région qui soit la plus dynamique démographiquement au monde, avec le taux de natalité le plus fort. Tandis que les États nord-africains font des enfants, mais atteignent en ce moment une relative stabilité démographique. Donc c'est le deuxième phénomène. Et le troisième, c'est le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC signalait que l'Afrique était le continent le plus exposé du monde au réchauffement climatique. On entend ici et là des gens qui mettent en doute ce réchauffement climatique, qu'il soit d'origine anthropique ou que ce soit un phénomène naturel. Là n'est pas du tout la question en réalité. La question, c'est de constater ce que fait le climat en Afrique et comment est-ce qu'il évolue. Il évolue de la manière suivante. Deux déserts immenses sont en train de s'accroître. Ce sont les déserts du Sahel et du Kalahari. Je vous ai dit que les pays africains reposaient d'abord sur des matières premières et les économies sont d'abord des économies agricoles. Lorsque les déserts s'étendent, eh bien, les agriculteurs ont moins de revenus. Eh bien, les éleveurs ont moins de revenus. Et ça entraîne des conflits communautaires, ça donne des soldats pour les rangs djihadistes. Il y a autre chose encore. Un rapport de la Banque mondiale montrait que les récoltes, notamment de cacao, étaient menacées d'être grillées d'ici au milieu du siècle, à cause de ce dérèglement climatique. Et la plupart des villes qui sont sur le littoral africain, et on le voit déjà, elles sont menacées d'engloutissement. Pourquoi? Parce que le littoral est en train de s'effondrer. C'est quelque chose qu'on constate. Donc ce troisième phénomène comme vous voudrez, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, en tout cas il existe, ce troisième phénomène piège encore un peu plus l'Afrique.
de telle sorte que les gouvernements africains sont pris dans un dilemme. Soit ils poursuivent un modèle de croissance qui est le leur actuellement et qui va en appauvrissant leur population, et qui est un modèle de croissance qui est donc déjà caduque, puisque leurs rentes sont déjà en train de s'amenuiser. Donc soit poursuivre ce modèle de croissance et voir le chaos s'accélérer, soit tenter de s'industrialiser à la mode du XXe siècle, mais tout en accroissant les conséquences du réchauffement climatique chez eux. Lorsque vous trouez des montagnes, lorsque vous perforez le sol, lorsque vous faites cette industrialisation à la mode du XXe siècle, eh bien on sait que les conséquences sont une hausse des températures. Donc s'industrialiser et mourir par le climat, ou ne rien faire et mourir quand même. Face à ce nouveau désordre, qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire, mis à part regarder la réalité en face? Eh bien, il faut soit continuer à subir, c'est-à-dire ne rien changer à ce que nous faisons, soit faire face. Et faire face d'abord à la désinformation. En faisant, comme je viens de le faire à l'instant, un tableau le plus réaliste possible des faiblesses africaines, qui est un mot qu'on n'entend pas et qui devrait être répété. C'est le principal problème qui est en face de nous. Et aussi en faisant face à la désinformation sur les responsabilités quant à l'origine de ces faiblesses. On entend beaucoup de gens qui disent que les problèmes de l'Afrique viendraient de la France. On entend des gouvernements. On entend le gouvernement algérien en faire une doctrine d'État. Et pour pouvoir ne pas assumer ses responsabilités dans l'échec flagrant qu'est l'Algérie. On entend aussi des remarques de la part de pays subsahariens, de dirigeants, d'élites. Vous connaissez sans doute Kémy Séba ou Laurent Gbagbo qui rentre actuellement en Côte d'Ivoire et qui, après son second mandat, lorsqu'il est sorti du pouvoir en Côte d'Ivoire, accusait la France d'être responsable des maux de l'Afrique. Et il y a notamment cette expression que vous avez sans doute déjà entendue, qui est la France-Afrique. Il y a la France-Afrique. Eh bien, la France-Afrique n'existe pas. La France-Afrique a existé dans le passé. C'était un lien très fort entre les anciennes colonies françaises et la France. Un lien exclusif. Eh bien, aujourd'hui, la France n'a aucun monopole, ni politique, ni économique, sur les pays de la zone franc et sur ses anciennes colonies. La France n'a aucun monopole. Les intérêts économiques de la France en Afrique, d'abord, le commerce français en Afrique, c'est 5% du commerce extérieur français. Nous pouvons nous passer du commerce avec l'Afrique. Les problèmes sont sécuritaires. Le commerce extérieur dans la zone franc représente moins de 1% du commerce extérieur français. Alors que les anciennes colonies françaises, eh bien pour elles, la France représente 12 à 15% de leurs échanges. Ils ont beaucoup plus besoin de nous, économiquement, que nous avons besoin d'eux. Par ailleurs, les produits qu'on importe de là-bas, on peut les trouver partout. Ce ne sont pas des matières premières rares. En Afrique, il existe des pays qui recèlent des matières premières rares et stratégiques, mais c'est par exemple la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Sénégal. Donc il faut bien d'abord clarifier les choses. Le discours contre la France-Afrique est un moyen de faire chanter la France, de nous faire culpabiliser à partir de rien. C'est une survivance de l'idéologie tiers-mondiste, qui est devenue un faux présupposé du discours décolonial, qui disent finalement, si les Africains viennent en France de manière clandestine, c'est à cause de ce que fait la France en Afrique. Eh bien non, la France est un pompier, mais la France ne tient aucun monopole, n'a aucune hégémonie, ni politique, ni hégémonique en Afrique. Et il faut bien préciser que cette France-Afrique, ce terme de France-Afrique est un immense écran de fumée. Pourquoi? Parce que parler de France-Afrique, ça permet non seulement aux dirigeants africains de ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, mais ça permet aussi à des puissances étrangères de mener leur stratégie sur le continent africain et de ne pas finalement répondre. Vous avez des puissances telles que la Russie, telles que la Chine, qui n'ont pas intérêt finalement à la stabilité de l'Afrique. Le chaos les arrange davantage. Ils sont des profiteurs d'abandon. Ils ont besoin de prendre des matières premières. La Russie n'a pas grand-chose à vendre en retour, si ce n'est des armes. Mais pour eux, l'intérêt, c'est quoi? C'est à la fois d'avoir des matières premières pour leur industrialisation. C'était le cas de la Chine. La demande en matières premières de la Chine a fait en sorte que depuis 20 ans,
l'Afrique est restée aussi engluée dans ses matières premières. Mais plus encore, finalement, être influent dans une Afrique affaiblie, c'est la meilleure manière de pointer un canon, un pistolet sur la tempe de l'Europe, qui est finalement son littoral sud. Contrôler le voisinage de l'Europe, c'est contrôler l'Europe. Et la Chine, et la Turquie, et la Russie l'ont bien compris. Donc, ce n'est pas pour autant, s'il n'y a pas de France-Afrique, ce n'est pas pour autant que la politique africaine de la France n'est pas critiquable. Il y a beaucoup de choses à faire, et je vais vous en parler dans cette partie-là. La politique africaine de la France pourrait se caractériser par son caractère urgent, c'est-à-dire qu'elle répond dans l'urgence à des problématiques qui demandent non seulement de l'urgence, mais aussi du temps long. Et surtout, elle se compromet dans une forme d'assistanat. Il semble que la France aide considérablement les pays africains, mais qu'en retour, il y ait peu de réciprocité. Et que finalement, la responsabilité des pays africains ne soit jamais au centre des discussions, et elle doit l'être. Et ce qu'il nous faudrait sans doute, c'est changer, c'est en finir avec des postures humanitaires, réinstaurer du rapport de force entre l'Europe et l'Afrique, sans violer le droit international. Sur le plan de la politique migratoire, beaucoup de choses peuvent être faites immédiatement. D'abord, restreindre l'accès au sol français et européen et à la nationalité française, aux immigrés clandestins et à cette immigration incontrôlée. Pour couper les pompes aspirantes, il y a des mesures incontournables, un moratoire, la suspension pour 10 ans de l'accueil d'immigrés supplémentaires en provenance du continent africain et du Levant, donc avec des exceptions qui pourront être étudiées au cas par cas, filière par filière, au fil de l'eau, mais sur un moratoire. Des mesures de revalorisation de la nationalité et des mesures de bannissement doivent être prises. L'abrogation du droit du sol, l'abrogation du regroupement familial, l'instauration systématique de la déchéance de nationalité française, assortie de l'interdiction du territoire national et européen pour tous les binationaux d'origine extra-européenne qui sont auteurs de délits ou qui poussent des discours politiques anti-français en France. Ces derniers devraient choisir d'ailleurs entre leur nationalité d'origine et la nationalité française. On devrait leur faire choisir, afin de protéger la communauté nationale des conflits de loyauté dont ils font l'objet notamment de la part de la Turquie et de l'Algérie. Une autre solution est de facturer les séjours des clandestins au gouvernement de leur pays d'origine. De leur arrivée à leur départ, finalement, les gouvernements marocains, algériens, tunisiens, libanais, sénégalais, ivoiriens doivent être solidaires de leurs migrants. Ils sont responsables de leurs citoyens. On a vu le cas d'un clandestin sénégalais qui avait violé une jeune Française il y a quelques jours en France. Et bien sûr que le gouvernement sénégalais a à en répondre. En cas de refus, si les gouvernements des pays d'origine ne souhaitent pas régler les tarifs de départ et d'arrivée de leurs migrants, on pourra les prélever, ces sommes, à travers la taxation des importations, en prenant un pourcentage de l'aide au développement, en proportion de leur dette. Beaucoup de choses sont à imaginer. Nous pouvons aussi lier l'attribution de nos aides à la pénalisation de l'immigration clandestine. Nous donnons à travers l'aide publique au développement bilatérale, multilatérale, environ 10 milliards d'euros par an. Il doit y avoir des contreparties explicites, et notamment la pénalisation de l'immigration clandestine, pourrait être un critère étudié. Enfin, pour restreindre l'accès au sol européen, il faut passer de la sécurisation à la pacification de la Méditerranée, qui est presque une zone de guerre aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et donc, il faudrait ajouter à Frontex, qui existe et qui est défaillant, une nouvelle ligne de défense à notre porte sud, et notamment des patrouilles maritimes, associant nos forces navales avec des forces navales alliées. Il peut y avoir des forces navales italiennes, espagnoles. Il se trouve que le Royaume-Uni a aussi des îles dans la Méditerranée, et sa marine pourrait être associée à la nôtre. Sur le plan financier, nous pouvons mobiliser tous les moyens de pression disponibles pour restaurer l'ordre et rétablir du rapport de force, ce qui est nécessaire. Nous pouvons envisager publiquement de taxer les transferts de fonds à destination de l'Afrique subsaharienne et du Levant. Cette manne y accroît la dépendance financière. Elle n'est pas réinvestie. Beaucoup d'études ont été faites là-dessus. Ce n'est pas une manne qui est réinvestie, mais qui est consommée sur place et qui accroît
ce que Thomas Sankara appelait le réflexe du mendiant. Et donc, ce réflexe du mendiant peut être levé pour réussir à produire davantage dans ces pays. Il ne faut pas qu'ils soient dépendants de ces aides qui les asphyxient. Et ces flux représentent environ 10 milliards d'euros par an. Et pour le Mali, ça représente environ 15% de son PIB. C'est un instrument de pression. Nous pouvons aussi conditionner le soutien que nous avons du franc CFA. Vous savez que la France est la garante de la monnaie de 15 pays africains, c'est-à-dire un tiers des pays d'Afrique subsaharienne, qui ont une monnaie convertible en euros, stable, qui leur permet d'emprunter à des taux intéressants, qui leur permet d'accueillir des investissements, qui leur permet de faire des groupements communautaires, des marchés communs. Et la France garantit tout ça. Il faudra avoir des contreparties. Vous avez l'île des Comores, l'archipel des Comores, qui envahit le département de Mayotte. Eh bien, nous pouvons menacer les Comores de suspendre notre garantie à la monnaie comorienne jusqu'à temps qu'ils s'occupent de contrôler leur émigration irrégulière. Donc, ces mesures-là sont à prendre, mais il y en a encore peut-être de plus urgentes. Le plus urgent, c'est sans doute de mettre fin à l'équipée sauvage du régime d'Erdogan, du régime islamiste, du régime impérialiste du président Erdogan en Afrique. Il faut stopper le plus rapidement possible sa montée en puissance à notre porte sud, parce que celle-ci compromet notre sécurité régionale et participe à semer le chaos à notre porte. Il y a plusieurs moyens de mettre sous pression maximale la Turquie. Installer une base militaire française ou alliée sur l'île de Chypre, en face de la Turquie. Taxer ses exportations à destination du marché européen. Un bras de fer devra être engagé avec l'Allemagne. En démettant ses ressortissants binationaux, auteurs de délits ou participant à des manifestations politiques dans lesquelles la France est foulée aux pieds. Tous les loups gris doivent être démis de leur nationalité française et bannis du territoire national. En gelant, bien sûr, les avoirs des fonctionnaires et dirigeants turcs en France, en gelant leurs actifs. En dissuadant la Turquie et le Maroc, qui ont noué des partenariats de défense avec la Turquie, en les dissuadant de les poursuivre. Et, si nécessaire, en réduisant leurs aides, en taxant leurs exportations. Si nécessaire aussi, éventuellement, en les menaçant de couper tous les liens avec eux. Mais tant qu'il y aura des forces turques massées en Afrique du Nord, je l'ai dit, la sécurité de notre porte sud doit être compromise. Et finalement, ces mesures-là ne seront rien sans avoir infligé des défaites militaires à la Turquie, non pas sur le sol européen, mais sur le sol africain. Il faut dégager la Turquie de la Libye le plus rapidement possible pour restaurer, si ce n'est l'ordre, mais un début de paix. Et pour ce faire, il faudrait mobiliser Barkhane, mais aussi les contingents français qui sont massés au Sénégal et en Côte d'Ivoire, tout simplement pour prendre en face l'armée turque et pour la dégager, lui infliger une défaite militaire et la dégager d'Afrique. Sur le plan politique, pour geler le délitement de notre porte sud, il faut en finir avec l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cette ligne Maginot du désert, finalement, ne retient aucun chaos. Un pansement sur une jambe coupée. Le premier constat, finalement, quel est-il? Notre stratégie au Sahel, c'est l'enlisement aujourd'hui. Notre objectif, où en est-il? Notre armée est en prise avec une guérilla permanente. Nous avons eu 2 coups d'État en 9 mois. Pour ceux qui prétendent qu'il y a un monopole politique de la France au Sahel, c'est une forme de réponse. 2 coups d'État en 9 mois, c'est un beau monopole politique. Il n'y a pas de monopole politique. Malgré là, même si le réseau fonctionne, donc veuillez dire dans les commentaires si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas. À ce moment-là, je reprendrai la parole à l'endroit où je l'ai laissé. Merci d'être présent. On va reprendre dans quelques secondes. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis et essayer de démontrer pourquoi aussi dans les commentaires. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est bon.
Je reprendrai sur, merci à ceux qui nous suivent, et nous sommes en train de reprendre sur que faut-il faire sur le plan politique, finalement. Et nous constatons que la stratégie employée par la France au Sahel, par la France et par les États européens au Sahel, la stratégie est finalement aujourd'hui en train d'être enlisée. Et nous piétinons au Sahel. Et face au chaos qui est celui du désordre africain, le piétinement ne peut pas être la solution adoptée. Et la France est surexposée dans cette stratégie. Que faut-il faire? Nous avons les cas de la Libye et du Mali. La Libye est devenue l'épicentre du terrorisme international. C'est devenu un territoire de non-droit. C'est aussi la tête de pont d'un corridor du chaos qui descend jusqu'en RDC. Quant au Mali, il est à quelques centaines de kilomètres des côtes marocaines. Il borde les frontières algériennes. Ce Mali est incontrôlable. Et ce n'est pas la vocation de la France d'avoir des soldats qui meurent et qui se sacrifient pour un État failli. Nos soldats sont devenus finalement des gardes-frontières d'un État qui n'existe pas, qui n'existe plus, et aussi les gardes-frontières de l'Algérie. Et ça ne va pas. Pour dépasser, pour en finir avec la ligne Maginot du désert, je propose de placer la Libye et le Mali sous tutelle internationale, via ce qu'on appelle un condominium afro-européen, pour un mandat de 10 ans, afin de garantir leur consolidation politique, leur redressement économique et la maîtrise de leurs frontières. C'est la seule solution aujourd'hui pour geler le chaos africain et pour essayer de reconstruire, tant que faire se peut, un début de stabilité à notre porte sud. Pour ce faire, le Conseil de l'Union du Maghreb arabe, d'un côté, et la conférence de l'Union économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest devront être réunis pour désigner unanimement un mandataire, un gouvernant sur 10 ans et une administration qui sera chargée de gouverner la Libye d'un côté, le Mali de l'autre, avec l'aide, les concours techniques, financiers, monétaires des pays de l'Union européenne et en tout cas de la France. Cette solution, elle peut être placée sous l'égide du droit international, c'est une possibilité. Le Conseil de tutelle des Nations Unies avait été fermé en 1994 car les principaux membres du Conseil de sécurité pensaient que nous allions vers une ère, un contexte, un moment de l'histoire où les territoires du monde seraient autonomes, les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Mais tel n'est pas le cas, il y a des territoires incontrôlables, des pays faillis, et aujourd'hui une tutelle internationale avec donc une force africaine, un mandat africain soutenu économiquement et financièrement par la France et l'Europe, peut être une solution pour stabiliser la région. Mais finalement, lorsqu'on aura durci la politique africaine de la France, lorsqu'on aura à l'intérieur du droit international, on aura rétabli un rapport de force qui nous est favorable pour pacifier notre environnement, eh bien, ça n'aura pas suffi, ça ne suffira pas. Il faut pacifier pour reconstruire. Et dans un contexte de régionalisation de l'économie, de crise des modes d'industrialisation qui ont prévalu au XXe siècle, d'une diminution des ressources disponibles, toute tentative de stabilisation des relations entre l'Europe et l'Afrique sera vaine, sera précaire, si l'Afrique reste prisonnière de ses rentes, si l'Afrique reste prisonnière finalement de son écroulement, si l'Afrique s'écroule encore, pour les mêmes raisons qui font que la Méditerranée est aujourd'hui devenue un arc de crise en feu. Donc, cette vulnérabilité de notre voisinage ne peut pas demeurer en plus, puisqu'elle peut devenir un levier de contrainte pour des puissances hostiles, telles que la Turquie, telles que la Russie, telles que la Chine, et nous ne pouvons pas laisser notre environnement immédiat dans cet état de faiblesse. Il y a un impératif commun qui pourrait fonder une feuille de route commune pour essayer de transformer les économies africaines, ce qui est la première nécessité. C'est de désamorcer la bombe écologique africaine. Tant que finalement la Méditerranée ne sera pas l'interface d'échange, mais aussi de reconstruction écologique des économies des deux côtés de la Méditerranée, eh bien, à ce moment-là, cette mer ne sera que la porte du chaos. Il faudra essayer de faire en sorte de conduire cette transition avec les pays africains. C'est la seule manière de faire en sorte que l'Afrique ne continue pas à s'écrouler et puisse au contraire être une source
oui, une source de stabilité. Il faut bien essayer de réfléchir à cela, au-delà, finalement, juste de la force brute ou du rapport de force. Il faut essayer de voir un peu au-delà. Et cette feuille de route écologique, l'écologisation des modes de production, puisque l'industrialisation n'est pas une solution, on l'a vu, puisque l'industrialisation de l'Afrique, c'est la meilleure manière de finalement démultiplier les conséquences du réchauffement climatique. Bien, l'écologisation des modes de production et le fait de faire de l'axe nord-sud une avant-garde de la réponse aux défis climatiques, à la bombe écologique qu'est aujourd'hui l'Afrique, eh bien, c'est sans doute la meilleure des manières d'obtenir la paix dans, non pas les mois et les années à venir, mais au cours de ce siècle. Et ceci peut constituer une feuille de route intéressante pour corriger et transformer nos relations avec la Méditerranée et avec l'Afrique. Pour conclure, je dirais ceci. De l'Afrique et de sa désorganisation, de son chaos, peut basculer l'avenir de l'Europe. À nous de faire notre possible pour cesser de vivre au rythme des faiblesses africaines et pour rétablir un nouvel équilibre entre nos deux continents. Je vous remercie. Alors, on a un certain nombre de questions qui viennent de m'être passées. Alors, quel homme politique français a, selon vous, la meilleure vision de l'Afrique ? La vision la plus juste que j'ai pu entendre de l'Afrique, pour l'instant, ce n'était pas un homme politique, c'est un historien, M. Bernard Lugan, qui me semble être la personne la plus pertinente sur ces sujets. Et pour vous répondre franchement, dans toute la classe politique française, on entend des hommes politiques qui sont soit naïfs vis-à-vis du désordre africain, qui ne veulent pas en parler, ou soit certains qui refusent finalement d'en entendre parler. Notamment des hommes politiques qui sont opposés à l'immigration de masse, mais quelque part qui ne s'intéressent pas aux causes profondes de cette émigration. Et finalement, leurs propositions politiques ne répondent qu'à la face émergée de l'iceberg, et non pas à la plupart des problèmes. Donc je suis désolé de vous répondre que, mis à part les propositions qu'on entend souvent, vous savez, de plan Marshall pour l'Afrique, c'est un peu curieux, un peu évasif, je n'en citerai aucun. Vous avez écrit un ouvrage sur le franc CFA, merci de le rappeler. En quoi est-il important pour la stabilité de l'Afrique ? Le franc CFA est, avec le rand, la seule monnaie convertible africaine et la monnaie la plus stable du continent africain. Elle a été dévaluée une fois en 60 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous savez que la crise du Covid avait provoqué un choc de la demande en pétrole. Et cette choc avait diminué d'autant les revenus d'un certain nombre de pays africains pétroliers, mais aussi leur monnaie. Et notamment, le Nigeria a vu son naira chuter de 40%. Et dans le même temps, pour savoir à quoi sert le franc CFA, dans le même temps, le voisin du Nigeria, le Gabon, on peut citer le Cameroun, hein, qui sont des pays pétroliers, et qui sont dans le franc CFA, eh bien, ces deux pays, la valeur de leur monnaie, le franc CFA, eh bien, n'a pas varié. Et donc, ce qui veut dire, c'est un avantage pour la stabilité, c'est celui que je citerai pour ne pas faire trop long, eh bien, c'est que la stabilité du franc CFA permet de ne pas accuser des chocs extérieurs, tels que celui du Covid ou tels que des crises énergétiques. Ça permet eh bien, de ne pas avoir une hyperinflation et de continuer à attirer des investissements étrangers pendant la crise, en fait. Donc, c'est une source de stabilité à ce titre. Et sinon, je vous propose de vous reporter à mon livre « La fin du franc CFA ». La démocratie est-elle possible et souhaitable en Afrique ? Alors, je suis assez gêné parce que l'idée d'exporter le modèle démocratique européen, occidental, dans d'autres régions du monde, cette idée a été celle finalement de ce qu'on a appelé les tiers-mondistes, hein, les droits de l'homiste. Elle a été celle de François Mitterrand, qui avait lié l'aide française avec le discours de La Baule à la démocratisation des pays africains. On voit aujourd'hui que c'est un échec, que l'État à l'occidental, pour l'instant, n'a pas réussi à se greffer sur les réalités africaines. C'est un échec. On voit avec le président Déby. Le président Déby a été tué il y a quelques semaines. Son fils a pris immédiatement la relève. Et les règles constitutionnelles n'ont pas été respectées. De l'autre côté, on a d'ailleurs, le président Déby est devenu maréchal, ce qui est peu démocratique.
le tableau est sombre. Ce tableau est sombre. Les facteurs d'espoir, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur. Pour l'instant, le pire, il faut s'attendre au pire, mais qui sait? L'Afrique peut être surprenante. Je ne saurais pas vraiment répondre à ces facteurs d'espoir. Les facteurs d'espoir, c'est peut-être la lucidité de certains dirigeants africains, mais on l'attend encore. Quels sont, d'après vous, les rapports de force et d'intérêt qui empêchent la France d'engager vos propositions? Sur la Turquie, il y a plusieurs choses. L'appartenance à l'OTAN peut constituer un frein, mais il est vrai qu'engager un conflit direct avec la Turquie en Afrique permettrait aussi peut-être de clarifier l'appartenance à l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas pour autant que ça remettrait en jeu notre adhésion à celle-ci. Et puis la question de l'adhésion à l'OTAN est une autre question qu'il faudrait aborder ailleurs, hein. Donc je crois que l'OTAN n'est pas nécessairement le problème. Je pense que le problème, c'est l'état d'esprit. En fait, on est à une époque où nos dirigeants sont issus d'une génération où ils ont regardé vers les États-Unis, où ils ont regardé vers l'Europe, où maintenant ils regardent vers la Chine un petit peu, mais ils ne regardent pas au sud de nos frontières. Et cette génération-là a disparu, elle a disparu dans les années 90 environ. C'était justement celle qui avait connu la France-Afrique, qui n'existe plus. Et donc il faudrait, ce qui empêche sans doute la France d'engager mes propositions, c'est parce qu'on ne les connaît pas assez, c'est parce qu'on connaît trop mal l'Afrique. Il faut se réarmer de savoir sur l'Afrique. Et il faut aussi se réarmer de courage. Quel homme politique français? On l'a déjà vu. Hop. Eh bien, je crois que c'est tout pour les questions. Je n'en ai pas d'autres actuellement. Vous pouvez vous procurer mes ouvrages sur toutes les plateformes, et notamment chez la plateforme de mon éditeur VA Édition. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.